Top. Bah, merci de venir nombreux, c'est cool. Je parlerai tout à l'heure d'où je viens, mais du coup je suis nantais et je suis ravi de venir à Paris pour parler d'Android. Disclaimer, je suis pas spécialiste en cybersécurité, donc si jamais il y a des choses qui ne vont pas dans ce que je vais annoncer, ça sera cool d'avoir votre feedback, ça évitera d'avoir des failles de sécu dans les produits que je développe. Donc voilà. Donc ouais, c'est un retour d'expérience dans la création d'une bibliothèque d'authentification avec le protocole OpenID Connect. Donc un peu de contexte, là en gros je suis en mission dans un client qui est au final une direction informatique d'un grand distributeur. Donc grand distributeur c'est les Système U, Leclerc, Carrefour, etc. etc. Et donc finalement il y a pas mal d'applications en fait qui sont développées par ces grosses entreprises. Grosso modo on est 700 tech dans la direction. On est environ 30 développeurs et développeuses mobiles et il y a 12 applications mobiles. Là-dedans, il y a plusieurs typologies d'applications. Donc, il y a celle pour le grand public. Ça, c'est ce que vous pouvez trouver si vous cherchez sur les stores. C'est typiquement les applications pour faire vos courses au Drive et les applications pour avoir les informations côté magasin et tout ce qui est compte fidélité, tout ce qui va avec. Il y a les applications pour les employés. Donc ça, c'est ce qui permet de gérer le magasin, gérer les entrepôts. Gestion du magasin, vous trouverez tout ce qui est inventaire, gestion des dates limites de consommation. Il y a même un module espion qui permet de faire du relevé de prix dans les magasins partenaires. C'est peut-être à cause de ça. Et côté entrepôt, pareil. Bon, sinon, on peut tendre la... C'est bon. C'est bon? Ok. Ouais. Ok, bah c'est peut-être la concurrence qui veut pas que je parle. Du coup, ouais, côté entrepôt, c'est grosso modo les entrepôts, vous avez des SMI qui arrivent et qui déposent des palettes et après vous chargez, vous éclatez la palette et vous la chargez dans d'autres SMI qui partent pour distribuer tout ce qui va bien, la nourriture au magasin. Et donc il y a des applications pareil pour faire de l'inventaire, du chargement de palettes, tout l'éclatement. Et enfin, il y a des applications pour les associés. Donc là, le distributeur en question, c'est une coopérative. Donc il y a des associés qui sont propriétaires des magasins. C'est pas quelque chose, sinon on parle de modèle intégré, où là, le groupe est en fait propriétaire de tous les magasins. Et donc, grosso modo, les applications pour les associés, c'est pour suivre les chiffres d'affaires du magasin en question. Ça permet de se comparer entre associés aussi, donc c'est assez apprécié. Et donc là, cette présentation et surtout ce développement, il se base en fait sur les applis qui sont pour les employés, au final qui concentrent le plus grand nombre, cette application sur les 12. Quelques particularités aussi si vous travaillez sur du grand public. Là, les terminaux en fait, ils sont partagés entre les utilisateurs. C'est un peu particulier parce qu'Android c'est plutôt fait pour du multi-compte mais pas forcément du multi-utilisateur nativement. Donc je vais expliquer après comment est-ce qu'on fait pour ça. C'est des terminaux qui sont durcis et c'est au sens propre du terme, ils sont plus durs que la moyenne. Donc vous pouvez voir, alors les bords sont un peu plus épais, il y a des scanettes qui sont intégrés, ça vous voyez normalement dans les trains si vous vous faites contrôler. C'est un peu le même type de téléphone qui sont utilisés. Et pourquoi c'est important d'avoir des terminaux durcis? Déjà, typiquement dans les entrepôts, il y a des entrepôts frais et surfrais. Donc en termes de variation de température, pour la batterie, ça morfle un petit peu. Si vous êtes allé dans les pays froids avec votre téléphone, vous voyez un peu la différence. Donc ouais, grosse variation de température et puis les chocs. Faut savoir que là, le client en question, au départ, en termes de flotte, ils étaient partis sur du téléphone assez grand public et il faisait une semaine en entrepôt, quoi. Les personnes ils ont des gants, le téléphone il tombe, paf, il éclate. Donc voilà, là ils sont équipés en Zebra. C'est ça la marque du téléphone. Et donc comment est-ce qu'on fait pour partager un téléphone? En fait on fait ce qui s'appelle un kiosque. Donc en gros c'est un espèce d'overlay en HTML CSS qui vient par-dessus en fait votre launcher classique Android. Et ça permet d'afficher en fait les applications dont vous avez envie. Pourquoi est-ce qu'il y a ce choix-là qui a été fait? C'est qu'en fait, on veut un environnement maîtrisé, on ne veut pas que les employés aillent
pendant les heures de travail non plus, sur Chrome, YouTube, etc. Donc ça, c'est la politique d'entreprise, hein. On aime, on n'aime pas, mais en tout cas, c'est la politique qui voulait être mise en place. Et donc l'authentification est portée par les applications. Il n'y a pas un PIN ou une biométrie quand vous déverrouillez le téléphone. Donc voilà, le launcher est totalement personnalisé. Et les applications nécessaires seulement sont disponibles. Donc en termes de chiffres, c'est assez énorme quand même, parce qu'on est sur une flotte de 50 000 terminaux, 45 000 dans les magasins et 5 000 dans les entrepôts. Et en termes d'employés, on est sur du 70 000 employés. Donc en gros, ça explique bien qu'on ne peut pas avoir un téléphone pour un employé. Sachant que dans ce type de milieu d'entreprise, on est quand même sur une grosse propension à avoir des intérimaires. Et c'est aussi un challenge, mine de rien, parce que des personnes parfois restent une demi-journée, elles viennent et elles se disent non, je veux pas travailler là-dedans et repartent. Ouais, il y a l'authentification, normalement, est censée être un challenge là-dedans. Bon, on va voir qu'il y a quand même quelques problèmes. En termes de techno mobile, il y a du natif Android. Bon, ça vous pouviez vous en douter. Et par contre, il y a aussi de la TWA. Donc ça, c'est un peu plus exotique. Il y a des technos web, Vue 2, Vue 3. Et les deux technos sont retrouvés à la fois entrepôt et à la fois magasin. Il n'y a pas de politique commune sur la stack qu'on choisit. Et une TWA, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une coque native qui lance une page web. C'est vraiment un truc fourni par Google. Et en fait, grosso modo, le développement se concentre surtout sur du développement d'applications web finalement. Votre appli, elle va se lancer, elle va lancer l'appli web, et grosso modo, après, tout se passe dans l'appli web. L'avantage que ça a, une TWA par rapport à une custom tab par exemple, parce que d'ailleurs c'est du Chrome qui est lancé, c'est que le Trusted, j'expliquais après comment ça fonctionne, ça permet notamment de se mettre en mode plein écran, et ça évite par exemple de sortir via les 3 petits points de la custom tab pour aller dans Chrome. Donc on est sur ce niveau-là, ouais, on veut vraiment pas que les utilisateurs aient accès à un navigateur. Voilà. Donc, ouais, vous allez peut-être pas tous voir, mais en gros, ce qui est indiqué en bas, c'est que il n'y a pas de standard d'authentification sur là, le mobile, alors qu'à côté de ça, il y a un standard d'entreprise, je vais en parler après, qui est OpenID Connect. Et en gros, les authentifications vont de pas d'authent à Outflow avec Pixie. Donc, l'alien revient. Et il y a un SDK d'authentification qui est disponible pour les applications web qu'on utilise en TWA, mais malheureusement en natif, il n'y a pas le pendant. Donc ça, c'est un peu dommage. En fait, on pourrait limite l'enlever, l'ensemble. Et donc, ce qui se passe aussi pour les utilisateurs en termes d'expérience, c'est qu'en magasin, ils ont plusieurs applications et finalement, ils sont obligés de s'authentifier plusieurs fois, donc c'est un peu dommage. Et pour certaines apps, le niveau de sécurité, il est vraiment moisi parce que il n'y a juste pas d'authentification parfois, quoi. Et donc, je parlais, le standard d'authentification de l'entreprise, c'est OpenID Connect. Alors, je vais rentrer justement un peu dans le détail du protocole. C'est là que je risque peut-être de dire des choses qui vont pas. Et pareil, si c'est un peu trop compliqué, il ne faudra pas hésiter à m'interrompre ou me poser des questions à la fin. Vraiment, j'essaye de rendre ça intelligible. Donc si on creuse un peu dedans, c'est un peu compliqué en fait. Ça, c'était le début de ma réflexion. Il y a des schémas dans tous les sens, il y a beaucoup de spécifications. Donc je vais essayer de vous résumer ça. Donc en gros, si on veut se connecter, en gros, on a d'abord un serveur d'identification qui est disponible, et lui, il va nous fournir une mire d'identification. Donc on va renseigner son login mot de passe. Et on a bien un autre serveur séparé, notre backend, qui au final contient toutes nos API, qui contient nos règles métiers. Et c'est avec le token fourni par le premier serveur qu'on accède aux ressources du second. On peut aussi, avec ce même token, contacter le premier serveur, le serveur d'identification, pour avoir les informations utilisateurs. Donc ça peut être pratique. Typiquement, un cas d'usage qu'on a là en magasin en entrepôt, c'est d'avoir les matricules des personnes qui travaillent en fait. Donc ça, on enrichit le token avec ce genre d'informations. On peut aussi récupérer par exemple le code magasin auquel est rattachée la personne. Ça, c'est pour ce genre de use case.
Et donc, qu'est-ce qu'on aimerait comme SDK? Idéalement du SSO. Donc en gros, on s'identifie une seule fois et après on n'a pas besoin de se réidentifier dans toutes les apps. Compatible TWA et natif. Donc là, c'est un petit challenge parce qu'on est d'un côté avec plutôt du web et de l'autre plutôt du natif. Si possible avec OpenID Connect et qui ne va pas écrire un peu partout dans dans les paramètres du Android. Donc pas créer des accounts ou des choses comme ça, parce que on essaie de rester, clean dans un contexte partagé. Est-ce que ça marche sur le mobile? Alors ça c'est la page OpenID Connect. Bon, ce qu'on remarque c'est dans tous les trucs de sécurité, ils aiment pas trop le CSS. Mais alors du coup si on zoome un petit peu, oui, voilà, c'est compatible, donc ça c'est cool. On est content. Et par contre, là où ça se complique un petit peu, c'est qu'en fait, il y a plusieurs manières d'implémenter OpenID Connect. Il y a plusieurs flows d'identification. Et donc, en creusant un petit peu, ce qui a l'air de correspondre à ça, c'est Authorization Code Flow. Parce que voilà, ça indique que c'est compatible pour les SPA, donc là, côté web, et surtout pour le mobile. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et surtout, PKCE, donc PKCE, c'est Proof Key for Code Exchange. Et c'est ce qu'ils disent, ça peut être amélioré avec cette spécification-là. Vous avez vu aussi qu'il y avait peut-être un flow implicite au-dessus. Alors, il y a un des problèmes sur ce flow-là, qui était une ancienne spécification qu'on pouvait utiliser côté mobile. C'est qu'en fait, à l'issue du processus d'identification, vous avez une URL de redirection qui contient le token, mais c'est dans l'URL. Le problème de ça, c'est que c'est plus facilement interceptable, vu que c'est dans l'URL. Alors typiquement, si vous avez un deep link, vous pouvez être redirigé dans une application pirate qui va récupérer le fragment qui contient le token. Il y a plein d'autres types d'attaques, enfin surtout du man in the middle, hein, c'est ça le principe. Donc voilà, on se dit on va faire du Authorization Code Flow. Sans PKCE, Authorization Code Flow simple, le principe pour essayer de récupérer un token, c'est... Alors, j'ai réexpliqué quand même le protocole. Vous avez une requête d'autorisation, ça renvoie la mire. Après, on saisit dans la mire le login mot de passe. Et le serveur, ce qu'il va donner ensuite, c'est un code d'autorisation. C'est ce code-là, en fait, qu'on va échanger dans un second appel API contre un token. Donc l'idée que si nous on est attaquant, en fait, c'est d'intercepter justement ce code pour échanger contre un token. Donc on essayer d'intercepter une des redirections dans le protocole pour s'amuser après avec le token. Quand on rajoute PKCE, en fait ce qui se passe, c'est qu'à la première étape du protocole, on génère un code challenge et un code verifier, et l'un est le SHA-256 de l'autre. Donc on passe ça dans la requête, et en bout de chaîne, quand on va échanger avec le code contre un token, on passe du coup le second. Et ça permet de dire côté serveur d'autorisation, ok, même si tu t'es fait intercepter, là finalement je te vérifie que au final tu as la même clé en gros qui est toujours présente, quoi. L'attaquant, s'il a juste ça, il peut pas échanger un token en gros. J'espère que ça va. C'était une des parties les plus compliquées. Donc tout ça, ouais, c'est des mécanismes anti-attaque man in the middle et XSRF. Il y a aussi un paramètre qui s'appelle state qui est intéressant à mettre en place, qui est un peu du même principe, qui est censé être propagé au cours des redirections et qui sert justement à vérifier que si jamais il change, ça veut dire que potentiellement il y a quelque chose de nasty, comme on dit, qui s'est passé. Un autre schéma, ça va peut-être pas être très lisible. Ça va? Bah, en gros, c'est un peu le même principe, hein. Ce qu'on essaie de faire, si on veut faire une attaque avec quelque chose de vérolé, on va faire en sorte de générer un lien qu'on va transmettre à l'utilisateur, et ce lien-là va générer une requête d'autorisation, mais qui contient notre code challenge. Comme ça, nous, après, en fait, on intercepte les redirections, et après, on peut jouer avec notre code verifier à la fin. Donc, comme ça, on échange
le token qui va bien. Et si on rajoute le state, en fait, en gros, ça rajoute un mécanisme de vérification. Je vais pas trop rentrer dans le détail parce que là, ça va être un peu abstrait. Mais en gros, je vous invite vraiment à regarder ces paramètres-là si jamais vous avez implémenté ce type de choses. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le state, il est aussi vérifié côté application à la fin. Donc, il n'y a pas que le serveur qui doit faire des vérifications. Si jamais vous avez rien compris, Authflow et Pixie. Voilà, c'est rien. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer tout ça dans Android? Parce qu'en fait, je parle pas mal de web finalement, je parle de redirection, de mirweb, de trucs, et en fait, nous on sait pas trop ce qu'on manipule au quotidien. Est-ce qu'il existe une RFC? Donc RFC c'est pour Request for Commons, c'est tout un tas de specs qui sont publiés sur le web, et en gros c'est des espèces de guidelines, hein, c'est plutôt pas mal. Et oui, il y en a une. Donc c'est la 8252. Si jamais même vous vous posez la question de comment ça marche tout ce qui est Auth 2 dans les applications natives, je vous invite à la lire parce qu'il y a des schémas, elle est super bien expliquée. Et alors là je montre comme si j'y allais comme ça de manière itérative dans ma réflexion. En fait j'ai su après l'implémentation qu'il y en avait une. Donc j'étais plutôt content parce que j'ai vérifié point par point et au final, globalement, je pense que j'ai suivi ce qu'ils indiquaient. Et donc, qu'est-ce qu'ils proposent là-dedans? Ils disent que là aussi, il faut utiliser Pixie. Donc ça, ça correspond à ce qu'on avait avant. Ils indiquent que pour faire tout ce qui est redirection, c'est d'utiliser ce qu'ils appellent les in-app browser tabs. Alors c'est agnostique, hein, c'est pas que Android, c'est RFC, c'est pour ça qu'ils sont très génériques. Ils parlent aussi de embarquer, donc c'est pas que pour les téléphones. Et donc, typiquement, normalement, ça vous fait tilt. On a les custom tabs sur Android. Le principe, c'est qu'on sort pas vraiment de notre contexte applicatif, on lance une page web au sein de notre application. Et vous voyez en haut, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'URL qui est affichée. Et normalement, pourquoi est-ce qu'elle est affichée? C'est parce que c'est pour indiquer à l'utilisateur où est-ce qu'il navigue. Donc c'est plutôt quelque chose qui est censé améliorer la sécurité de l'utilisateur. C'est pour ça que on la cache pas, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on garde le contexte de session. Alors ça, on verra après pourquoi c'est cool. C'est-à-dire qu'on va garder tout ce qui est cookies et état qui est stocké dans le navigateur. Parce que derrière, oui, c'est bien Chrome qui est lancé. Et là, vous allez peut-être me dire pourquoi pas une WebView, parce qu'on a aussi ce composant-là qui permet de faire du web. Alors, en WebView, on n'a pas de contexte de session partagé, c'est sandboxé. Et c'est plus libre dans sa configuration, mais il y a aussi des vérifications de sécurité qui sont à faire, et de la configuration aussi à faire pour éviter justement quelques failles. Alors que Custom Tab, c'est plutôt contraint par défaut. Là-dessus, si vous voulez creuser, et si vous ne connaissez pas, il y a OWASP qui publie le MASTG, je sais pas comment ça se prononce, peut-être Mastag, et qui publie tout un tas de tests de sécurité à faire sur vos apps Android. Et il y a tout un tas de tests justement sur la configuration des WebView. Donc voilà, ça explique le type de problème qu'on peut avoir. Ah, j'ai laissé cette slide. Donc en gros, si on résume, on a un parcours initial qui se fait en natif avant de lancer la requête. Après, on va décrocher dans une custom tab. Et à la fin, on doit retourner dans du natif parce qu'on veut faire notre application avec le code et le token après qu'on va échanger. Et là, du coup, on peut se dire, on va utiliser un deep link. C'est ce qui permet, via du web, de revenir dans une application native, typiquement. Donc le principe du deep link, si vous ne connaissez pas, donc si vous n'avez pas d'application, admettons que vous avez envie de nouvelles chaussures et vous êtes super fan de Nike, vous allez sur votre navigateur Chrome, vous tapez nike.com, vous cliquez sur la vignette des chaussures qui vous plaisent et ça, sans l'application Nike d'installer mobile, on reste en fait dans le navigateur. Si on a l'app mobile qui est installée, là on est rebasculé dans l'app s'il y a un deep link de saisie. Et donc vous êtes sur la page de chaussures, mais dans l'application mobile Android. C'est vraiment ça le principe, c'est d'offrir une expérience en fait qui est vraiment améliorée,
Bon, navigateur, on sait ce que c'est avec les pop-up et tout ce qui va bien. On est content en général d'être basculé dans des apps. Comment ça fonctionne? En fait, ça se passe principalement au niveau du manifeste. Il faut déclarer en fait un intent filter, un scheme et un host. Donc en gros, là, on va intercepter des URI de type example .//gizmo. Et donc, le problème de ça, c'est que c'est Satan maintenant. Il faut pas faire les custom schemes. Custom scheme, c'est tout ce qui n'est pas HTTP ou HTTPS. Pourquoi? C'est parce que y a un type d'attaque qu'on peut faire, qui est un peu mitigé à partir d'Android 12, mais j'en parle un peu plus dans une autre vidéo, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser les custom schemes? En fait, on utilise une spec qui s'appelle AppLink, et grosso modo, c'est quasiment la même chose. Alors, il faut utiliser HTTP ou HTTPS, et on ajoute en fait l'attribut là qui s'appelle AutoVerify, qu'on met à true. Donc ça, c'est pour la partie Android. Et pour la partie serveur, en fait, ce qu'il faut, c'est que si vous utilisez comment dire, un deep link sur monapp.com, par exemple, il faut que vous ayez déposé un fichier qui s'appelle assetlinks.json dans un dossier .wellknown. Donc ça fait beaucoup d'anglicisme, mais en fait, en gros, on passe par une validation serveur. En fait, quand votre app va être installée, le système il va aller parser votre manifeste et il va aller interroger en fait l'host de votre deep link et il va aller regarder s'il y a ce fichier-là qui existe. Qu'est-ce qu'il contient ce fichier? En fait, il contient le package name de votre app et il contient normalement aussi la clé qui a servi à signer votre application. Donc comme ça, il atteste bien que vous êtes propriétaire du lien. Et l'avantage de ça, c'est que vous êtes redirigé automatiquement dans l'application. Vous n'avez pas de chooser, par exemple. S'il y a une deuxième app qui déclare gérer ce lien-là, ça ne marchera pas. C'est que votre app. Il y a exactement le même système sur iOS avec les Universal Links. Et pareil, les mêmes problèmes avec les anciens custom schemes. Plus d'infos sur la faille, il y a un talk que j'avais donné à Tourentech pour ça, si ça vous intéresse. Donc, si on résume, là, au final, si on est redirigé avec ma redirection, là, est-ce que vous avez la ref? Bon voilà, j'espère que vous l'avez. Personne ne l'avait quand je l'ai joué avant, ma redirection, Maître Gims. Voilà. Donc, est-ce que il y a une lib qui existe, qui utilise les custom tabs, OpenID Connect, qui se base sur les deep links? Il y a bien une lib, en plus, qui est fait sur un GitHub OpenID, qui s'appelle Appot Android. Donc, on se dit, je me disais, génial. Sauf que 204 issues et dernier tag en décembre 2021. Et j'ai vu plusieurs fois sur le Slack Android des gens qui s'en plaignaient. Donc j'avais un indice de confiance assez bas sur cette bibliothèque. Et donc, en plus de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on voulait pas non plus que la barre navigation apparaisse. Donc au final, comment dire, je me posais la question, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour ça? Pour la cacher. Voilà, je suis allé un peu vite. Et là, je me suis dit, on va aussi lancer en fait une TWA pour faire la redirection. Et avoir le même principe, avec les asset links. Donc on se resitue au niveau authentification. Et donc, puisqu'on est dans un environnement trusté, on peut cacher la barre. Et au final, c'est ce que je disais, c'est les mêmes mécanismes, c'est les asset links qui sont utilisés. Donc on a à la fois les asset links pour les app links et pour le mécanisme de plein écran en gros de la TWA. Donc dans le parcours initial, on récupère de la configuration OpenID. Je montrerai tout à l'heure comment ça marche. On lance la TWA et puis après on a l'authentification, la redirection avec l'app link. Ce qui est bien dans la spec OpenID, c'est que en fait, normalement, le serveur qui suit cette spec, elle expose un endpoint .wellknown OpenID configuration
qui est en fait un fichier de JSON qui contient la liste de tous les endpoints que vous pouvez utiliser. Donc, et ça, normalement, c'est normé. Donc, authorization endpoint, c'est pour lancer votre première requête de login. Le token endpoint, c'est pour échanger le code contre le token, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que quand vous créez le SDK, finalement, vous avez juste besoin de passer cette URL-là et après, ça se débrouille. Et si jamais vous changez de fournisseur d'OpenID, tant que le prochain respecte la même spec, bah, c'est assez transparent en fait. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait dans le parcours initial? On commence par récupérer la configuration, on génère le code verifier et les codes challenge et le state. On stocke le state et le code verifier, parce que ça on en aura besoin à la fin, pour échanger le code contre le token et vérifier le state qui n'a pas changé. Et après on lance l'authentification. J'ai mal géré mes transitions. Donc comment est-ce qu'on fait pour stocker tout ça? Là, le choix que j'avais fait, c'était d'utiliser les Encrypted Shared Preferences, donc comme les préférences mais en chiffré. C'est la même interface. En termes de code, c'est grosso modo comme ce qui est mis dans la doc, et là j'ai vraiment pris la doc. Ce qu'il faut faire attention, c'est de bien exclure la base de données de l'auto-backup si jamais vous l'avez d'activer, histoire que ça ne se retrouve pas sur des serveurs de nos amis de chez Google. Mais sinon, à part ça, j'ai pas vu plus de spécifications de ça qu'il fallait prendre en compte. Et donc, au niveau du parcours final, une fois qu'on déclenche l'uplink, on récupère le state et le code qui sont dans l'URL de l'uplink. On vérifie que tout matche bien au niveau state. Et après, on fait la requête avec le code verifier. Donc là, on obtient un token. On stocke le token, et là, c'est pareil, c'est aussi dans des shared preferences. Et vu que c'est un SDK, on fait un callback à l'application hôte pour dire, bah voilà ton token. Et après, normalement, bah, tout roule. En termes de redirection, bah, c'est ce que je disais. On configure dans le manifeste, et côté serveur, bah, faut bien faire attention d'avoir l'asset link d'activer. Un peu de code aussi, pareil, pour montrer comment est-ce qu'on récupère de la data qui est dans une URI. C'est assez simple en fait. Dans l'intent, vous avez dans la data de l'intent, vous avez un getQuery parameter, et bah, vous avez votre data qui est comme ça, récupérable comme ça. Et après, pour la partie callback, en termes de choix que j'ai fait, c'est de faire un lifecycle aware component. Donc en gros, bah, une classe qui va se brancher au cycle de vie de votre activité. Et oui, alors c'est peut-être ça que j'ai pas expliqué. Ouais, il y a un truc que j'ai pas expliqué. En gros, en fait, pour implémenter le SDK, on utilise une redirect activity qui est découvrable. Alors, il faut mettre default et browsable pour qu'on puisse la lancer depuis un navigateur. Et donc, on va brancher ce que je disais tout à l'heure, le component lifecycle aware à cette activity. Et l'idée, c'est que, en gros, la récupération dans l'intent se fasse au onCreate. C'est ici, en fait, que ça se fait. J'espère que ça va. Donc, on utilise les coroutines. On utilise aussi une instance de coin qui est séparée. C'est pour ça qu'il s'appelle Security Coin Component. L'idée, c'est que si jamais votre application hôte implémente aussi coin, qu'il n'y ait pas un conflit entre les containers d'injection. Et après, bah, vous avez la partie callback en dessous. Là. Donc le principe du SSO, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, vous avez 4 apps. Par défaut, vous loguez à chaque fois, si vous n'avez pas de SSO. Et donc, si vous avez un SSO, vous loguez qu'une seule fois. Comment ça marche derrière, et là on va reboucler si vous vous rappelez bien du contexte partagé de session, c'est là que tout fait sens. En fait, quand on se log une première fois via la MIR, le serveur d'identification renvoie aussi un cookie qui est stocké dans le navigateur. Et en fait, c'est ce cookie-là qui va être repassé à la prochaine requête par l'app 2 quand on veut se reloguer.
Et automatiquement, le serveur va dire ok, ce cookie-là, je le connais. Et donc, bah, je te valide automatiquement ton flux. Et donc, l'utilisateur, il n'a pas besoin de ressaisir login mot de passe. Et c'est ça qui fait tout le jeu et tout l'intérêt justement d'utiliser Custom Tab ou TWA pour partager les sessions. Et là, l'avantage aussi, c'est qu'on peut du coup être compatible avec natif et web. Donc j'ai une démo que j'ai prise sur des applis. Alors là, c'est une application du coup démo qui était côté client. Donc je me log avec l'Amir. Alors là, j'ai la barre parce que je suis sur une vieille version d'Android et j'ai pas la même restriction de sécurité, donc je peux quand même la lancer. J'ai quand même le deep link qui marche. Donc là, je suis connecté sur mon profil. Je vais charger une deuxième app. C'est normal que ça soit flouté, parce que j'ai fait sur les applis clients. Donc là, c'était un gros bouton pour se loguer, et au final, on est directement connecté. Donc en fait, on le voit pas, mais ça a lancé une fenêtre qui a joué directement l'identification. Donc ce que je vais montrer là, c'est après, on se déconnecte, et normalement, si ça marche bien, quand je lance la deuxième app, je suis aussi déconnecté. Pareil, faut que ça fonctionne. Hop. Donc là, si je reclique sur le bouton, normalement, la mire va se réafficher, et voilà. En gros, c'est vraiment ce principe. Ça paraît bête, mais vous voyez derrière comment ça fonctionne. Au final, il y a quand même pas mal de travail. C'est assez bien pensé le protocole. Ça, c'est normal. Hein. C'est parce que j'ai fait du floutage vraiment de manière artisanale. Si vous avez des outils en Rex après comme conseiller pour ça, ça m'a pris du temps en plus. Donc voilà pour la démo. Donc dans le reste de l'API, au final, on va être vraiment bien dedans. Dans le reste de l'API que le SDK fournit, il y a le rafraîchissement du token, évidemment. Là, on récupère Access Token et Refresh Token. Pareil, pour avoir les accès aux ressources les plus courtes possibles, pour éviter que si jamais on se fait shipper un Access Token, que ça soit utilisé trop longtemps. Les infos utilisateurs, la déconnexion et la récupération de l'état. L'état d'utilisateur, ce qu'on fait pour savoir s'il est connecté ou pas, en fait, c'est un peu triché, mais on se dit, est-ce qu'il a un token déjà de stocké? Pour l'instant, c'est ça l'aspect. Après, on pourra peut-être regarder la date qui est stockée dans le token, mais pour l'instant, c'est assez bête. On regarde juste s'il y a un token de stocké. En takeaway, finalement, bah, les RFC, c'est pas mal. Ça paraît un peu... Enfin, je sais pas, moi, de mon point de vue, ça me paraissait un peu vieillot des fois comme mécanisme, mais en fait, parfois, c'est assez complet. Et avec des interfaces un peu plus jolies que juste du noir et blanc, parce que souvent, c'est juste du noir et blanc que vous avez en RFC. Si vous regardez, par exemple, HTML ou TCP, vous avez des RFC qui sont pas très jolis. Pas de secret dans une appli mobile. C'est vraiment... Enfin, si vous avez du client secret qui traîne, c'est vraiment pas normal, normalement. Et puis pour chercher les failles dans son code, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une spec OWASP qui est pas mal, si vous avez surtout des applis un peu critiques. Et bah, par défaut, chiffrer tout ce qu'on peut essayer de chiffrer. Pour ça, là, peut-être que c'est pas parfait toute la plème que j'ai faite, il manque peut-être des choses à faire, mais, ou peut-être que le type de chiffrement n'est pas bon non plus. Mais voilà, c'est un réflexe, je pense, qui est pas mal à avoir. Et dans les next steps, du coup, on a commencé à migrer des apps qui justement ne respectaient pas des standards d'identification qui étaient bien avec ce SDK-là. Donc c'est un peu long parce que souvent il y a du custom fait à droite à gauche quand c'est pas respecté, parce qu'on va au plus vite pour satisfaire le besoin de l'utilisateur. Et vu que là, je disais, en magasin, c'est vraiment leur principal outil de travail. Donc ils sont... parfois 4-5 heures par jour, voire plus parce qu'en période d'inventaire c'est encore pire. Sur le téléphone, donc il faut vraiment que ça débite, quoi. C'est pas l'identification, c'est pas leur plus gros problème. La sécu, c'est pas le problème. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Je m'appelle Thomas Boutin. Je suis mes réseaux. Je suis aussi orga du GDG Nantes Android. Donc là, c'est cool, on va voir les copains à Paris. Et sinon, je suis orga aussi d'une conf qui s'appelle Mobilis Immobilier à Nantes, qui est dédiée mobile mais au global. Si ça vous intéresse, il y a le site qui est là.
Les replays, ils ont sauté, on a un problème administratif, mais on va les remettre. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci aussi à Ypon, ça a déjà été présenté. Un petit beurre, j'espère que vous mangez tous du beurre salé, mais à Paris, c'est pas dit. Mais voilà, c'est cool de vous voir nombreux, ça fait plaisir. Voilà, merci.